Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, comme il l'a si bien annoncé, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le président Abdourahmane Diouf, As Abdourahmane Diouf. Bonsoir. Bonsoir Der. Très heureux de vous rencontrer et de pouvoir discuter avec vous et de discuter aussi avec les Sénégalais. As de plus en plus, pourquoi? Parce que je m'appelle El Hadj Abdourahmane Diouf. El Hadj, c'est As. Tous ceux qui me connaissent dans la vie hors de la politique m'appellent As Diouf. Et à un moment donné, cette familiarité de la vie quotidienne a rattrapé la réalité de la vie politique. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle de 2024. On va commencer par faire le point sur vos actualités. Le parrainage, d'abord. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, ce n'était pas un long fleuve tranquille, mais ça n'a pas été difficile ou dramatique. Il se trouve dois-je comprendre que vous avez bouclé vos parrainages? Nous avons déjà bouclé, je vais y revenir. Nous avent déjà bouclé les 59 000, qui est le seuil maximum demandé par la Constitution au Sénégal. Je dois préciser pour rassurer encore nos militants, que j'avais fait une déclaration au début, le premier jour de lancement de ma campagne de parrainage, pour rappeler un certain nombre de principes. Et on en avait profité pour dire qu'il y a des candidats qui ont des difficultés de parrainage. Ça n'a jamais été notre cas. Nous avons fait très sérieusement une partie du Sénégal. Nous sommes un parti qui existe depuis 2 ans maintenant et nous avons un excellent maillage du territoire national. Donc ça n'a pas été très difficile pour notre centre qui s'occupe des élections de se déployer. Donc aujourd'hui, nous avons à mon avis, fait un parrainage de qualité, parce qu'il y a parrainage et parrainage. Si vous recevez des lots de parrainage dont vous ne maîtrisez pas la provenance, il est très facile que vous ayez des problèmes techniques par la suite. Nous avons fait le choix d'être parrainés par nos militants de Awalé et des sympathisants de Abdourahmane Diouf. Donc aujourd'hui, on a les 59 000. On est en train de renforcer le stock parce qu'il y aura peut-être des possibilités de doublons externes. Ça dépendra de l'ordre de passage, le tirage au sort, c'est du hasard. Exactement. Mais nous sommes prêts et nous sommes en train d'ailleurs de commencer les autres étapes de notre préparation et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Quelles ont été les difficultés pratiques auxquelles vous avez été confrontés? Alors, la première difficulté, c'est la libre circulation, parce que dès qu'on a démarré le parrainage, nous sommes descendus sur le terrain. Je me suis dit, je ne suis pas un candidat qui va déléguer la discussion qu'il doit avoir avec ses concitoyens. Je suis descendu moi-même sur le terrain. Le premier jour, on a été à Kébémer, où nous avons été interpellés. Justement, c'est vrai qu'on a eu écho de vos tournées. Exactement, et on a été les premiers, parce que nous, on a démarré dans la première semaine pour faire toute la région du Nord. À Kébémer, on nous a escortés, on nous a épiés, on nous a parlé. Finalement, nous avons dû quitter le marché de Kébémer, qui était un Louma ce jour-là d'ailleurs, et qui pouvait justifier que même si le commandant avait reçu des instructions, il n'aurait pas dû nous trouver dans le marché et interrompre nos activités. Justement, souvent l'autorité a évoqué le défaut d'autorisation. L'autorité au Sénégal est une très grande nébuleuse, et c'est dans cette autorité qu'on se cache justement pour faire un certain nombre de pratiques qui ne sont pas normales. Nous sommes en période de pré-campagne. Nous sommes en période de parrainage. C'est un arrêté du ministre qui définit la période de parrainage. On ne peut pas demander à un candidat d'aller collecter des parrains sur le terrain et en même temps restreindre sa liberté. On a vu que ce n'est pas du tout le cas des tenants du pouvoir qui, sous le prisme d'une tournée économique, est en train de faire sa propre tournée pour récolter des parrainages, dont il n'aura pas besoin d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Mais je termine pour dire qu'on a été escorté à Kébémer. À Louga, on a dû annuler notre meeting. À Saint-Louis, on a dû annuler notre meeting. Et à Thilogne, on a dû annuler notre meeting. Donc nous avons été un candidat un peu éclopé par le fait de l'autorité, mais cela ne nous a pas empêché de discuter avec nos concitoyens un peu partout. Et ce sont les retours d'ailleurs de remontée des collectes et des parrainages que nous avons, qui nous ont permis de comprendre que nous avons fait un excellent travail de terrain, et c'est ça qui nous a permis de boucler bien avant la date limite. Vous disiez le travail continue. Que le candidat de la majorité présidentielle n'aura pas besoin de parrainage. Pourquoi? Oui, je l'ai dit, je sais que ça prête toujours à polémique quand je le dis, mais ils vont collecter des parrainages qu'ils vont mettre à la poubelle. Et moi, quand j'alerte sur ce point, ce n'est pas lié au fait... Pour faire passer le parrainage optionnel. Parce qu'ils vont faire le parrainage optionnel. Ils vont prendre le parrainage des députés. Et puis même s'ils ont 3 millions de parrains, même s'ils avaient décidé de parrainer
de passer par le parrainage citoyen, ils ne peuvent pas déposer plus de 59 000. Donc ils auront des millions de parrains, ce dont je doute d'ailleurs, qu'ils vont mettre à la poubelle. Moi, ce qui m'a révolté, ce n'est pas tant le fait qu'ils soient sur le terrain pour chercher des parrainages, mais c'est le fait d'instrumentaliser la citoyenneté sénégalaise, d'aller récupérer des cartes d'identité et les mettre dans les poubelles. Les citoyens sénégalais ne méritent pas que leurs pièces d'identité se retrouvent dans des poubelles pour des raisons de politique politicienne. Maintenant, une fois qu'on avait dénoncé ça, nous, on est allé sur le terrain, on a fait le travail, les Sénégalais nous ont fait confiance et aujourd'hui, nous avons bouclé par la grâce de Dieu. Mais Abdourahmane Diouf, on est en politique et on ne peut pas les empêcher d'en faire un moment politique et une exploitation purement politique. Eh bien, c'est ça que je dénonce, la politique politicienne. Tout à fait. Mais le citoyen sénégalais mérite d'être respecté. Et on ne doit pas aller collecter des parrainages pour les mettre dans la poubelle. Mais bon, ça c'est un vieux débat. Le plus important, c'est qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Nous avons fait ce que nous avons à faire. Je vous ai dit que nous avons opté pour un parrainage de qualité. C'est-à-dire d'être parrainé par nous-mêmes. Parce que les candidats vont s'en rendre compte. Vous savez, d'ailleurs, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas d'aller collecter des parrains. C'est tout le travail de contrôle technique qu'il y a derrière. Et ce travail-là, nous l'avons commencé avec des jeunes qui sont venus d'un peu partout des régions pour passer des nuits dans nos centres de tri et dans nos centres de saisie. Et c'est l'occasion de les remercier parce que ce sont des jeunes qui savent que nous nous battons pour leur avenir et ils sont en train de nous faire confiance. Alors, bravo pour ce gros travail abattu. On ne vous le souhaite pas. Mais si par extraordinaire vous êtes recalé, quelles seraient vos options? Alors, dans ce parrainage, il y a 3 éléments particulièrement importants. Il y a le travail que nous faisons nous-mêmes, en tant que candidats, en tant que parti. Ça dépend exclusivement de nous-mêmes. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je ne me permettrai pas que la collecte ne soit pas bien faite. Et je ne me permettrai pas que le travail de tri et de contrôle technique ne soit pas bien fait. C'est le premier élément. Ça dépend de nous. J'en suis garant. Le deuxième élément, c'est Dieu et les Sénégalais. Les Sénégalais ont décidé de nous donner leur parrainage. Comme je vous ai dit, on a déjà atteint le chiffre. Par la grâce de Dieu, nous pourrions être le candidat élu. Mais maintenant, il y a un troisième élément qui est un aléa. Il s'appelle le régime en place. Il s'appelle Macky Sall. Et là, je le dis par pure lucidité. Parce que nous avons vécu quand même le parrainage de 2019. Nous avons vécu le parrainage de 2022. Et par expérience, nous savons qu'il y a encore une marge de manœuvre du pouvoir en place pour tripatouiller les parrainages, pour faire en sorte que certains candidats soient recalés. Et nous travaillons, nous aurons l'occasion d'y revenir, à réduire cette marge de manœuvre du pouvoir et à réduire les incertitudes pour que si on dépose le parrainage au mois de décembre, on ait la quasi-certitude de passer, même si par ailleurs le gouvernement en place pourrait tenter de choisir ces candidats. Donc nous avons en tête cette question des élections. C'est pour vous dire, et c'est pour ça que j'ai commencé par la dimension volontariste. Intentionnel, la chose qui dépend de nous. Parce que pour être un bon leader, pour être un bon croyant, il faut distinguer les choses qui dépendent de vous et vous multiplier les efforts pour y arriver de façon optimale et distinguer ce qui ne dépend pas de vous. Et nous avons fait ce qui dépend de nous. Et si ce qui dépend de nous est le moteur du travail qui doit être récompensé, nous n'aurons aucune difficulté à franchir le cap du parrainage. Maintenant, vous m'avez souvent entendu parler de la génération d'idées. Je pense qu'il n'y a pas qu'Abdourahmane. Il y a énormément de gens qui pensent comme moi, qui pourraient être d'excellents présidents. Maintenant, à chaque fois que je le dis, je dis que moi, je travaille à devenir président de la République du Sénégal très bientôt, dans les prochains mois. Mais je dis toujours que si par la grâce de Dieu, si par la volonté des citoyens, je ne suis pas le président de la République, je suis prêt à travailler avec ceux qui ont les mêmes idées que moi. Mais je n'ai pas encore entendu la réciproque de cette déclaration que d'autres candidats de ma génération d'idées et cette façon de réfléchir. Une génération d'idées, Amadou Ba en fait partie? Absolument pas. Oui, si. Absolument pas. Donc vous excluez de travailler avec... En tout cas, il a pas les mêmes idées que nous, il n'a pas la même façon de vivre que nous, il prône une continuité que nous combattons. Je rappelle que depuis le 11 septembre 2013, ça fait quand même longtemps, ça fait 10 ans, je suis dans l'opposition, ancré dans l'opposition, sans aucun compromis avec le pouvoir, sans aucune compromission. C'est parce que j'avais très tôt compris. Après avoir accompagné Macky Sall pour son élection de 2012, j'avais très bien compris que le chemin qu'il était en train de prendre n'était pas le bon chemin pour le Sénégal et j'avais décidé d'aller dans l'opposition. Et depuis lors, j'y suis. Donc je ne peux pas, à ce stade, comprendre qu'il ait un candidat
dont on dit qu'il est amorphe, je mets les guillemets, et qui va nous proposer la continuité. Qu'est-ce que ce sera la continuité? L'immigration clandestine, nos enfants qui vont aller se tuer dans l'océan. Qu'est-ce que ça va être la continuité? Le prix de l'électricité qui continue à grimper. Qu'est-ce que ça va être la continuité? Les jeunes, des milliers de jeunes Sénégalais qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que ça va être la continuité? Tous ces errements que nous vivons, qui font qu'au bout de 12 ans, le président Macky Sall n'a pas réussi à nous mettre sur orbite. Je n'ai aucune intention d'aller avec un candidat pareil pour continuer cette continuité. Maintenant, ce sont les Sénégalais qui décident et j'espère que le prochain président sortira de la génération d'idées à laquelle je fais référence très souvent. Et là, nous sommes de plein pied dans le processus électoral avec une nouvelle polémique concernant la nouvelle Sénat. Tout à fait. Alors, c'est une polémique vieille, une anomalie, un non-respect de la loi qui vient d'être entériné par une autre anomalie et un non-respect de la loi. On nous reproche à nous, opposition, d'avoir toujours dit que ce Sénat-là n'était pas légal parce que la plupart des membres qui étaient devaient partir à la retraite. Et on nous oppose cet argument de dire que le président de la République a mal fait en la dissolvant et en nommant d'autres personnes. Donc, la subtilité du président Macky Sall, c'est de régler une incongruité, c'est de régler une illégalité par une autre illégalité. Mais ça n'en fait pas moins une illégalité. Donc ce que nous avons pour la dissolution, pas dans le contexte, pas dans le timing, parce que c'est une dissolution qui ne vise quand même voilà, mais c'est une dissolution. Regardez le timing, c'est une dissolution qui ne vise pas à rétablir la légalité. C'est une dissolution qui ne vise pas à rendre transparent le processus. C'est une dissolution de sanction. Parce qu'à partir du moment où ceux qui étaient à la Sénat lui obéissaient au doigt et à l'œil, il a préféré garder cette illégalité contre nos lois et règlements. Mais à partir du moment où ils l'ont défié, je mets des guillemets, en disant le droit, il a préféré, comme un bulldozer, les mettre d'or. Donc, sa décision de dissoudre, sa volonté de dissoudre ne procède pas d'une volonté de rendre le processus transparent, mais ça procède d'une volonté d'avoir des gens à sa merci qui pourraient éventuellement lui donner un certain nombre de privilèges à lui et à son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Vous êtes d'ailleurs membre du FIT, une nouvelle plateforme de l'opposition. Tout à fait. Et d'ailleurs, votre premier front, c'est un dépôt d'un recours pour l'annulation du décret présidentiel nommant la Sénat devant la Cour suprême. Tout à fait. Je suis membre de FIT. Du FIT, c'est le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une coalition électorale. Parce que nous avons chacun notre coalition. Moi, je vais à l'élection présidentielle avec la coalition Abdourahmane 2024. Comme chacun ira avec sa propre coalition. Donc, le dénominateur commun, c'est l'inclusivité et la transparence pour les élections à venir. Je vous ai dit tous les pièges qu'il y a dans le processus électoral et le FIT aujourd'hui va travailler à réduire encore une fois les incertitudes et à réduire les marges de manœuvre du régime en place. Et là, il y a beaucoup d'éléments, mais on peut en prendre deux. Trois même. Le premier, c'est que, comme on dit par rapport à la Sénat, nous avons tous vu qu'on a mis en place des hommes et des femmes, des hommes plutôt, qui ne répondent pas aux critères. Parce que ce sont des gens qui ont appartenu au régime en place, qu'on est en train de prendre comme arbitre alors que le jeu a déjà démarré et qui présentent un certain nombre de présomptions de partialité. Donc on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu et on ne prend pas des gens, des hommes partiaux pour les mettre comme arbitres. Donc nous sommes en train de les récuser à travers un recours en annulation que nos avocats sont en train de préparer. Donc le décret du président de la République va être attaqué légalement, juridiquement, pour que ce décret soit annulé. Maintenant, ceux qui sont choisis pour aller à la Sénat, ils auraient pu nous faciliter la chose. Parce qu'à chaque fois qu'on s'est trouvé dans des situations pareilles, à chaque fois qu'il y a eu des suspicions légitimes par rapport aux arbitres, les arbitres ont préféré ne pas entacher leur honorabilité et ont démissionné. Donc moi, si j'avais été ces personnes-là, honorables par ailleurs, de par leur parcours et de par leurs compétences, si j'avais été à leur place et qu'il y ait cette forte suspicion de l'opposition et de l'électorat de façon générale par rapport à leur partialité ou leur impartialité, je n'allais pas attendre de servir un pouvoir qui est en train de finir et entacher mon honorabilité. Ces personnes-là, à mon avis, auraient dû démissionner pour faciliter la tâche au président Macky Sall et à l'opposition. Maintenant,
Comme je vous ai dit, nous allons faire le recours en annulation devant la Cour suprême. Mais il y a d'autres dossiers aussi particulièrement importants. On va vers une sélection, pas par une élection. Donc la question du parrainage, et encore une fois, on n'en parle pas parce qu'on en a peur, on en parle par principe pour le respect du principe d'une élection démocratique au Sénégal. Et au niveau du parrainage, il y a deux écueils importants qui ne sont pas réglés. Oui, le premier écueil, c'est la mise à disposition de l'opposition du fichier électoral. Je ne vois pas pourquoi l'opposition doit quémander le fichier. On a une ancienne constitution, un ancien code électoral qui a toujours pensé qu'on doit remettre le fichier électoral au candidat à partir du moment où le Conseil constitutionnel a donné la liste définitive. Maintenant, depuis qu'on a mis en place le parrainage, les gens oublient que dans le parrainage, on est déjà dans la pré-campagne. On est déjà dans le processus électoral qui mène à l'élection présidentielle. Donc, il fallu faire une réforme qui mette à la disposition des candidats déclarés le fichier. Parce que si vous n'avez pas le fichier, vous allez présenter vos parrains en référence à qui? En référence à quoi? Si on dit Abdourahmane Diouf a le parrain de Abdoulaye Ndiaye, mais le nom, le prénom, la carte d'identité et tout le reste d'Abdoulaye Ndiaye est défini en référence au code électoral. Si nous avons au fichier électoral du moins, si nous n'avons pas le fichier, nous n'avons pas la référence. Et nous savons que le candidat du pouvoir là. Donc là, c'est une anomalie, une incongruité qui devait être réglée. La question du fichier électoral n'est pas une question de confidentialité, c'est une question de manque de transparence. Mais après, il y a le logiciel, particulièrement important. J'ai l'habitude, à travers une boutade, de dire qu'en 2019, pour l'élection présidentielle, ils avaient fait des juristes du Conseil constitutionnel, des informaticiens, et ils avaient fait des informaticiens, des juristes. Personne n'était à sa place, et c'était vraiment un grand charivari qui ne voulait rien dire. Nous exigeons qu'on fasse une démonstration publique de ce logiciel qui doit être paramétré selon des normes connues par tous les informaticiens pour que les clés qu'on va rendre rendent exactement compte de la réalité de notre niveau de parrainage. Alors dites-moi, ce débat sur le processus, sur la transparence, est-ce que ce n'est pas un débat politicien et obsolète quand on sait que c'est avec ces mêmes fichiers, les mêmes acteurs que le pouvoir, que la majorité en tout cas a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas un débat savamment entretenu par le landerneau politique à chaque fois? Absolument pas. Là où il y a une forme de consensus, et j'adhère à ce consensus, c'est qu'il est très difficile d'avoir le tripatouillage des élections le jour du scrutin. D'habitude, c'est les résultats du vote qui sortent des urnes. Mais en amont, il y a tout un processus. Moi, depuis 5 ans, je parle d'une possibilité de victoire technique. La victoire technique, pour prendre un exemple concret, c'est d'avoir une ville comme Podor, dont sur les 10 dernières années, le nombre d'électeurs nouveaux est plus important que le nombre de populations nouvelles. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas avoir une augmentation de la population qui est moins importante que le nombre d'électeurs. Ça veut dire qu'on a pris des électeurs un peu partout au Sénégal pour les amener, mais ça veut dire qu'on a pu même aller prendre des électeurs qui n'étaient pas sénégalais pour les mettre. C'est une présomption. Mais les résultats du recensement qu'ils ont publié eux-mêmes montrent ce dysfonctionnement. Et il y en a beaucoup d'autres. Ils ont pris par exemple un mois. Mais c'est très grave ce que vous dites, qu'on pourrait faire voter des non-sénégalais. Mais c'est une possibilité. Il faut qu'eux, ils nous expliquent, je les interpelle, pourquoi l'augmentation de la population brute de Podor est moins importante que l'augmentation de la population électorale. Donc là aussi, on pourrait être dans le cas de transfert d'électeurs. Tout à fait. C'est une hypothèse de travail que je mets sur la table et je les interpelle officiellement. Mais si le transfert des électeurs, de toute façon, ce sont leurs propres électeurs, donc ils déplacent d'un point à un autre, alors qu'on est dans une présidentielle et c'est pour ça que j'ai une élection nationale. Je donne l'hypothèse d'un transfert d'électeurs hors du territoire national. Je ne suis pas le premier à en parler, c'est une hypothèse de travail. S'ils ont les preuves du contraire, ils n'ont pas qu'à le mettre. Mais ce que je veux dire, c'est que la victoire technique s'organise par petites touches. J'étais en train aussi de vous donner l'exemple du mois, un mois, qui a été choisi pour une révision des listes électorales. Alors qu'il n'y avait aucune... Révision exceptionnelle. Révision. Mais alors, pourquoi un mois? Pourquoi pas 2 mois? Pourquoi pas 3 mois? Parce qu'à un moment donné, ils ont eu peur
des jeunes qui devaient s'inscrire sur la liste électorale et ils se sont organisés pour qu'il n'y ait pas une inscription massive. Si donc on va dans une élection et que le pouvoir s'organise pour que là où il est fort, il devient encore plus fort, comme à Podor, là où il est faible, il s'organise pour que l'opposition ne progresse pas. Si vous mettez tout ça, on va vers une victoire technique. Mais c'est pour ça justement qu'on a mis en place le FIT. J'entends beaucoup de commentaires, mais le FIT a été mis en place pour régler ce problème du processus électoral, réduire encore les incertitudes et les marges de manœuvre du régime en place, pour que tous ceux qui remplissent les conditions décrites par la Constitution et le Code électoral puissent participer, qu'on ait une élection saine et que le prochain président ait une légitimité qui lui permette de gouverner. Alors, dans l'actualité sociale, vous l'avez évoqué très rapidement, l'immigration clandestine. On dit maintenant immigration irrégulière. Et vous êtes particulièrement sensible à ça et parce que votre fief est fortement touché par ces départs. Au-delà des causes, pour vous, quelle ingénierie politique faudrait-il mettre en place? Je dirais même ingénierie sociopolitique et culturelle, tellement c'est multidimensionnel pour mettre un frein à ce fléau. Je vis ça dans ma chair parce que je suis de Rufisque, je suis de Toubab Dialaw, un des points de départ, je suis de Bargny, je suis de Yène, je suis de toutes les côtes du Sénégal. Et tous les jours, il y a 2 jours, j'étais à Rufisque où je vis ça. Je suis allé rendre visite à une dame qui me dit que le jeune qui était là chez moi il y a 2 semaines est parti, on n'a pas encore de ces nouvelles, qui me dit il y a une jeune dame enceinte qui est partie, on n'a pas de ces nouvelles, qui me dit qu'il y a un jeune garçon de 14 ans, mineur, qui est arrivé et qui a appelé pour dire qu'il est arrivé. À Bargny aujourd'hui, on a plus de 200 personnes qui sont disparues. À Bargny, c'est partout des bâches parce que les gens sont en train de faire le deuil. Ils sont entre l'espoir et la résignation. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement en parler? Est-ce que vous avez entendu un signe de deuil? C'est l'un des plus grands drames que le Sénégal est en train de vivre sur les 60 dernières années. Que le fait que vous terminiez votre pouvoir, votre régime au bout de 12 ans, et que c'est au bout de ces 12 ans que votre jeunesse vous tourne le dos. Ça, c'est un problème. Maintenant, on ne peut pas parler des conséquences sans parler des causes. Aujourd'hui, il y a 2 causes principales. Il y en a beaucoup d'autres. J'en retiens 2. C'est la mer et le foncier. Parce que tous ces villages dont on parle, qui vont jusqu'en Casamance, à Kafountine, les gens vivent de la terre. Pour beaucoup de projets de l'État, on a spolié le Sénégalais moyen de son terre sans lui donner la possibilité de continuer à vivre dans la dignité comme il l'a toujours fait. La pêche, la mer, notre mer a été vendue. Notre mer a été vendue aux Chinois. Notre mer a été vendue à l'Union européenne. Donc, du coup, une grande partie des populations, la pêche par exemple, c'est 600 000 personnes qui y vivent, n'ont plus les revenus qui leur permettent de vivre décemment. Eh bien, ils tournent le dos. La solution vient du fait. Ça ne sera pas une solution miracle, mais de faire en sorte que ce pays soit en chantier, que les jeunes trouvent du travail, on peut en parler si vous voulez, pour qu'il y ait une forme de plein emploi qui permette la richesse, pour que les jeunes n'aient plus besoin d'aller en Espagne ou aux îles Canaries, mais qu'ils savent qu'ils peuvent assurer la dignité de leurs parents en restant dans leur propre pays. Malheureusement, je suis pris par le temps et pressé par la régie. Très rapidement, 2 points en 1 minute pour chaque point. J'aurais voulu parler programme plus largement avec vous, votre programme. Ce que j'ai retenu, c'est un changement de capital si vous êtes président. Alors ça va être l'une de nos réformes majeures. Et même vous dites Payar. Pourquoi Payar? Alors Payar, c'est le centre du Sénégal, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le centre du Sénégal. C'est le centre du Sénégal. Si vous allez à Payar, il y a une borne qui montre que c'est le centre du Sénégal. Si vous prenez 2 règles, vous les mettez du nord au sud et du sud au nord, Payar, c'est la capitale. Payar est à 450 km de Dakar. Si vous mettez un TGV, c'est 2h30. Payar est à 220 km de Touba, qui est l'une des plus grandes villes du Sénégal. Payar est à 273 km de Matam. Payar est à peu près à 650 km de Saint-Louis. Payar est à 220 km de Tambacounda et à 220 km de Kaolack. Cette centralité-là, qui implique une forme d'équité territoriale, c'est ça que nous devons vivre. Donc Payar en étant en capitale, et c'est là où c'est important, nous ne disons pas seulement déplacement de la capitale, nous disons construction d'un capital avec un réseau ferroviaire
qui prend la forme d'un périphérique. Oui. Et à partir de toutes les grandes villes qui sont dans les côtes ou vers le Fouta, il y a un chemin de fer. C'est un peu à l'image de ce qui s'est fait à Paris. Exactement. Donc vous avez le Paris périphérique qui centre le pays. Et à partir de chaque grande ville, vous faites un rail qui va à Bayard. Ça veut dire que vous avez des dizaines et des dizaines de gares qui vont permettre à notre économie de vivre. Mais le plus important, c'est que quand vous démarrez un chantier d'une capitale, qui ne va pas se faire sur 5 ans, c'est un mandat pour démarrer, un deuxième mandat pour terminer, et quelqu'un d'autre continuera. Tout le pays est en chantier. Effectivement. Les maçons vont travailler, les tôliers vont travailler, les tailleurs vont travailler, la pêche va être réhabilitée. Et c'est ce pays-là qui est en chantier qui va créer des milliers d'emplois que les jeunes Sénégalais vont exercer pour créer de la richesse. Et rendez-vous une prochaine fois pour reparler de ça, de ce changement de capital que vous préconisez. Je ne pouvais pas terminer sans évoquer en 30 secondes cette série de 11 ouvrages que vous présentez au public. Voilà. C'est quoi? C'est mon œuvre. Voilà, c'est mon œuvre. Depuis les années 2000, j'écris des livres. J'ai fait le tour de l'Afrique, j'ai fait le tour du monde. J'ai cristallisé mes différentes pensées à travers des livres. Les candidats vont venir Sénégal d'abord, Afrique d'abord. Voilà, moi je viendrai avec mon programme, mais je veux que les Sénégalais comprennent que ce que je suis en train de dire ne sont pas des discours de circonstance d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce sont des idées que je mûris depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai eu l'opportunité et la chance d'écrire 20 livres que je vais présenter aux Sénégalais le 30 novembre au Grand Théâtre. Donc qu'ils viennent découvrir l'œuvre intellectuelle du candidat Abdourahmane Diouf qui sera à la base de son programme. Merci à Pierre qui a vous y êtes cordialement invité. Merci, nous y serons, Inch'Allah. Merci beaucoup à la régie, Pierre Da Silva et toute son équipe. Merci également au président As Abdourahmane Diouf. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.